Septième journée de mobilisation dans toute la France pour les opposants à la réforme des retraites. Ils étaient plus de 360 000 manifestants, mais moins nombreux que mardi dernier. Plusieurs interpellations ont également eu lieu dans la capitale. Nous ferons le point sur cette journée noire dans toute la France. Des morts et plusieurs blessés lors d'une fusillade à Hambourg en Allemagne. L'auteur de cette tuerie est un homme âgé de 35 ans. Il s'est par la suite donné la mort. Nous ferons le point sur l'enquête. A voté une proposition de loi passant ainsi la majorité numérique qui était de 13 ans jusque-là à 15 ans. En cas de non-respect de la mesure, les plateformes s'exposent à des sanctions. Rodrigue Belin, Z-Driver. Également, lui a été élu Mister France 2023 la semaine dernière en région parisienne. Lysandre Van Mulder répondra à nos questions à la fin de ce journal. Nous reviendrons également avec lui sur son élection et sa victoire. 1 million de manifestants d'après la CGT, 368 000 personnes d'après le ministère de l'Intérieur ont manifesté ce samedi dans toute la France pour protester contre la réforme des retraites pour la 7e journée de mobilisation. Le chiffre des rassemblements continue à baisser depuis le début du mouvement le 19 janvier dernier. Retour sur cette journée avec ce reportage d'Hugo Messager. Pour la 7e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les Français étaient moins nombreux à se déplacer dans les rues, avec seulement 300 000 manifestants à Paris d'après la CGT et avec 32 interpellations dans la capitale. Plusieurs politiques étaient présents dans toute la France, comme Jean-Luc Mélenchon qui croit qu'il faut une sortie démocratique à cette situation d'impasse, a-t-il dit. Philippe Martinez, le patron de la CGT, était aussi présent dans les rues. Philippe Martinez qui a dit, je cite, que si Emmanuel Macron est si sûr de lui, qu'il consulte les Français. La manifestation a commencé peu après 14 heures depuis la place de la République pour se rendre à la place de la Nation. Le cortège qui a démarré dans le calme avant des tensions dans les alentours de 15 heures. La police a dû intervenir pour séparer plusieurs personnes qui s'en prenaient notamment aux vitrines et au mobilier urbain. Des groupes de Black Bloc se sont également rejoints à la manifestation. Dans les alentours de 18h, les manifestants ont commencé à arriver place de la Nation avant de se disperser. Une nouvelle journée de mobilisation sera organisée ce mercredi dans toute la France. Alors que les prix continuent malheureusement à augmenter en France, plusieurs enseignes ont annoncé un panier anti-inflation, comme l'enseigne Carrefour, qui a décidé de bloquer leurs prix sur 100 produits du quotidien pour une durée de 100 jours, à compter de ce mercredi jusqu'à la mi-juin. Dans l'actualité également, une fusillade a eu lieu ce jeudi à Hambourg, en Allemagne, dans un centre de témoins de Jéhovah. Le bilan fait état de 8 morts et plusieurs blessés. L'auteur de cet acte, Philippe F., est un homme âgé de 35 ans qui s'est par la suite donné la mort. Faisons le point sur l'enquête avec Hugo Messager. Il était 21h15 ce jeudi à Hambourg quand un homme âgé d'une trentaine d'années, Philippe F., a tiré plusieurs coups de feu à l'aide d'une arme au moment d'une prière dans un centre des témoins de Jéhovah dont il faisait lui-même partie. Le bilan de cet acte fait état actuellement de 3 morts et de plusieurs blessés graves, dont une femme qui était enceinte. L'auteur de cet acte a décidé de prendre la fuite avant de se donner la mort quelques minutes après, dans les lieux mêmes. Une enquête a par la suite été ouverte. D'après les premiers éléments, l'homme souffrait de problèmes psychiatriques. Les policiers avaient reçu une lettre anonyme au début de l'année qui affirmait ceci et qui disait qu'il portait une arme, mais les enquêteurs n'en avaient alors trouvé aucune. L'auteur refuse d'ailleurs de se faire aider. Juste après ce drame, le chancelier allemand Olaf Scholz a tenu à réagir en affirmant ses pensées aux victimes et aux familles des victimes. Alors que la Russie a annoncé qu'elle ne fera pas de compromis, mais elle est pour des négociations dans cette guerre en Ukraine, je vous propose de retrouver Pierre-Miel Walter pour décrypter et analyser, mais également pour cette question, quelles sont les volontés de la Chine? Décrypte épisode 2, signé Pierre-Miel Walter. Bonjour Mikey, effectivement, si l'ONU a revendiqué jeudi 23 février la nécessité d'un retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine, semble encore très loin. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré il y a plusieurs semaines que la Russie était favorable à une négociation, mais dans le même souffle, il a assuré qu'aucun compromis ne serait possible sur les nouvelles réalités territoriales, c'est-à-dire l'annexion des régions ukrainiennes conquises par la Russie. Ou comment dire qu'on ne veut pas négocier tout en se disant prêt à négocier.
En résumé, personne n'est réellement prêt pour négocier, mais il faut faire comme si, pour ne pas être celui qui empêche la paix. Cela s'applique à la Russie qui n'a pas renoncé à conquérir la totalité du Donbass, annexé mais dont seulement une partie est sous son contrôle, mais aussi à l'Ukraine qui n'a pas renoncé non plus à reconquérir les territoires occupés par la Russie dans l'attente de nouveaux matériels militaires lourds. Face à la proposition chinoise, nous sommes face à la même logique. Je vous propose de regarder ce court reportage pour mieux comprendre l'agitation diplomatique chinoise de ces dernières semaines. Il y a plusieurs semaines, la Chine a présenté son plan de paix en 12 points, ou plutôt un catalogue de bonnes intentions. Dans celui-ci, nous remarquons la place importante qu'occupe le respect de la souveraineté des territoires chers aux régimes d'Asie de l'Est. Elle s'oppose à toute menace nucléaire et pointe du doigt l'OTAN. En effet, Pékin réclame la sortie d'une mentalité de guerre froide ainsi que la stabilité économique mondiale, dénonçant les sanctions des alliés de Kiev envers Moscou. La Chine s'active également diplomatiquement. Elle a ainsi reçu la semaine dernière à Pékin le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko, allié de Moscou et qui n'est pas accueilli dans beaucoup de pays dans le monde. Par ailleurs, Xi Jinping devrait se rendre prochainement à Moscou pour sa 41e rencontre avec Vladimir Poutine depuis qu'ils sont tous deux au pouvoir. En vérité, il n'est pas cynique de constater les faiblesses de la démarche chinoise. Il faut préciser que Pékin n'a précédé l'annonce de son plan d'aucun contact substantiel avec l'Ukraine, même pas un seul coup de téléphone entre Xi Jinping et Zelensky depuis le début de la guerre. Le plan chinois manque singulièrement de substance, une attache sur l'emploi du mot souveraineté qui peut répondre à une demande ukrainienne et à son refus de l'emploi de l'arme nucléaire, mais le reste est un vœu pieux en faveur de discussions sans la moindre indication de format ou d'objectif. En réalité, la Chine a elle aussi besoin de montrer qu'elle est pour la négociation et en tant que grande puissance responsable, elle agit en ce sens. Mais entre cet affichage et la réalité de la démarche, il y a un fossé que Pékin n'a pas encore comblé. Les plus optimistes, comme Emmanuel Macron, qui a aussitôt applaudi, y voient un premier pas. La cible évidente de Pékin, ce sont bel et bien les Européens, que Xi Jinping souhaite en dehors de ce climat de guerre froide. Français et Allemands en particulier sont sensibles à cette dimension, celle d'une troisième voie, d'une troisième dimension. C'est l'ambition du voyage de 4 jours d'Emmanuel Macron en Chine en avril. Mais l'heure n'est pas encore à la diplomatie, ce que confirme une nouvelle fois l'impossibilité d'une entente sur une déclaration commune à la sortie du G20 en Inde il y a 2 semaines. Russes et Chinois ont fait bande à part, empêchant tout consensus, même faible. Une véritable contradiction pour Pékin qui colle en permanence avec le discours anti-américain partagé avec le Kremlin. C'est d'autant plus paradoxal que la Chine aime se présenter tel le porte-parole, le leader naturel du Sud global, comme on appelle désormais les pays qui refusent de s'aligner sur l'un ou l'autre camp en Ukraine, mais dans le même temps les États-Unis soupçonnent Pékin de songer à fournir à la Russie du matériel létal. Toutefois, il pourrait s'agir d'une forme de dissuasion car la décision de la Chine pourrait faire basculer le rapport de force. De ce point de vue, l'échec de la rencontre du G20 est de mauvais augure. Plus de 3 mois après leur disparition, les corps de Leslie et Kevin ont été retrouvés à environ 5 km d'écart. 3 hommes ont par la suite été mis en examen. Sachez également qu'une marche blanche sera organisée à la mémoire du couple ce dimanche à 14h dans les Deux-Sèvres. Et puis, le chef de l'État Emmanuel Macron a lui proposé ce mercredi, lors de la journée internationale des droits des femmes, de faire entrer dans les prochains mois le droit à l'avortement dans la Constitution française. L'Assemblée nationale a, elle, adopté la proposition de loi 82 voix pour et 2 voix contre, produisant le passage de la majorité numérique pour s'inscrire sur les réseaux sociaux à 15 ans. Avant cet âge, l'enfant doit avoir une autorisation parentale de ses parents. Bonsoir Rodrigue Bedin, que dit cette mesure ?
Bonsoir Mikey, bonsoir à toutes et à tous. Les enfants sont massivement connectés aux réseaux sociaux et s'y inscrivent de plus en plus tôt. Selon une enquête de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, en 2021, la première inscription sur un réseau social interviendrait en moyenne vers l'âge de 8 ans et demi et plus de la moitié des enfants de 10 à 14 ans seraient présents sur ces plateformes. Des données confirmées par une enquête de l'association Génération Numérique, selon laquelle, toujours en 2021, 63% des moins de 13 ans avaient un compte sur au moins un réseau social, malgré que cela soit en théorie interdit. En parallèle, les parents supervisent peu, voire pas du tout, les actions de leur enfant en ligne. À peine plus de 50% des parents décideraient du moment et de la durée de connexion de leur enfant et 80% déclarent même ne pas savoir exactement ce que font leurs enfants en ligne. Une exposition sur Internet, sur les réseaux sociaux, qui pour ces jeunes peut avoir des conséquences qui sont parfois lourdes, addiction aux écrans, problèmes de sommeil, troubles de l'humeur, de l'anxiété, mais aussi des risques de désinformation ou d'exposition à des contenus haineux ou de cyberharcèlement. C'est face à ces multiples risques que les députés de l'Assemblée nationale ont examiné jeudi 2 mars une proposition de loi du groupe Horizon qui vise à contraindre les réseaux sociaux à refuser l'inscription des enfants de moins de 15 ans, sauf si les parents ont donné leur accord. Et pour ce faire, les plateformes devront mettre en place une solution technique permettant de vérifier l'âge de leur utilisateur et l'autorisation des parents. En cas de non-respect de cette obligation, le réseau social pourra se voir infliger une amende pouvant aller jusqu'à 1% de son chiffre d'affaires mondial. Actuellement, des solutions de contrôle de l'âge en ligne existent, mais aucune n'est appliquée de façon satisfaisante. Les députés, on l'a dit, ont étendu cette majorité numérique de 13 à 15 ans et elle s'applique également aux comptes déjà créés et détenus par des enfants de moins de 15 ans avant la promulgation de loi, c'est-à-dire actuellement. Pour ces comptes, les réseaux sociaux auront 2 ans pour recueillir l'autorisation des parents. Le débat à l'Assemblée nationale s'est déroulé dans le calme entre les députés présents dans l'hémicycle. Plusieurs amendements ont été déposés qui prévoient plusieurs choses. D'abord, de permettre aux parents de demander aux réseaux sociaux la suspension du compte de leur enfant de moins de 15 ans, d'obliger les réseaux sociaux à diffuser des messages de prévention contre le harcèlement et d'indiquer le numéro 3018, le numéro vert de prévention contre le cyberharcèlement, d'étendre la liste des contenus illicites que les utilisateurs peuvent signaler aux réseaux sociaux afin qu'ils soient retirés. Aujourd'hui, il est possible de signaler plusieurs types de contenus, comme par exemple le terrorisme, l'incitation à la haine, la violence, l'atteinte à la dignité humaine, différents harcèlements et bien d'autres. Avec la proposition de loi seront également concernés le harcèlement conjugal ou moral, le chantage, l'atteinte à la vie privée dans toutes ses formes, ou encore l'atteinte à la représentation de la personne. Autre sujet, dans le cadre d'une enquête pénale, les réseaux sociaux et autres plateformes en ligne devront répondre aux réquisitions judiciaires portant sur des contenus électroniques, donc des textes, des vidéos, des photos, dans un délai de 10 jours maximum, voire de 8 heures maximum en cas d'urgence résultant d'un risque imminent d'atteinte grave aux personnes ou aux biens. Ce sont les termes de la loi. Aujourd'hui, aucun délai n'est imposé aux services de communication en ligne pour répondre aux demandes des autorités en cas de délit en ligne. Enfin, la proposition de loi est complétée par des demandes de rapport au gouvernement sur plusieurs points, comme par exemple les conséquences de l'utilisation des plateformes, de la surinformation et de l'exposition aux fausses informations sur la santé physique et mentale des jeunes, mais également l'opportunité de fusionner des numéros verts contre le harcèlement scolaire, le 30-20, et contre le cyberharcèlement, le 30-18. Le texte doit maintenant être examiné au Sénat en vue d'une promulgation de loi dans les prochaines semaines. Restons sur le sujet numérique avec l'annonce de l'application TikTok qui a annoncé mettre en place une limitation d'1 heure par jour pour accéder à son application. Que prévoit cette annonce, Rodrigue ? Oui, effectivement, Mikey, TikTok va imposer une limite de 60 minutes quotidiennes aux utilisateurs de moins de 18 ans. Cette nouvelle fonctionnalité sera mise en place dans quelques semaines en réponse au temps d'écran inquiétant chez les jeunes et notamment sur cette application. Cette annonce fait partie d'un nouvel arsenal de mesures destinées aux familles et aux adolescents, mais en vérité, on peut déjà le dire, elle ne sera pas forcément efficace. Pourquoi ? Parce que concrètement, passer 1 heure sur l'application, elle sera bloquée. Mais pour la débloquer, il suffira simplement à l'utilisateur d'entrer son mot de passe pour continuer à utiliser TikTok. La plateforme se défend, estimant qu'en faisant cela, cette mesure amènera à l'utilisateur à prendre de lui-même l'initiative de prolonger ou non son temps sur la plateforme.
En d'autres termes, TikTok espère responsabiliser ses utilisateurs sans bloquer totalement leur accès. D'ailleurs, il sera possible de désactiver la limite par défaut, mais si l'utilisateur dépasse 100 minutes d'écran sur une journée, il recevra une alerte l'invitant à définir une limite de temps quotidienne. Reste donc à voir quels seront les effets de ces nouvelles mesures et si elles seront plutôt positives ou négatives. Merci beaucoup Rodrigue pour toutes ces explications. Le député européen François-Xavier Bellamy déplore le fait qu'il y ait de moins en moins de fermes en France depuis 10 ans. Bonsoir Théo Tornet, alors est-ce qu'il est vrai qu'il y ait de moins en moins de fermes en France ou s'agit-il d'une infox? Bonsoir Mickey, bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'agriculture dans ce fact-check, car durant le salon de l'agriculture, l'eurodéputé Les Républicains François-Xavier Bellamy déplore le nombre de fermes en baisse en France, en avançant qu'on a déjà perdu 100 000 exploitations agricoles en 10 ans en France. Dans ce sens, il n'a pas tort, il y a bien eu une baisse de fermes. D'après le dernier recensement agricole publié fin 2021, on est passé de presque 500 000 exploitation en 2010 et un peu moins de 400 000 aujourd'hui. Par contre, cela ne veut pas dire que la France produit moins parce que la surface utile agricole est restée quasi stable en baisse d'à peine 1% à l'échelle du pays. Alors, en effet, les fermes qui restent sont de plus en plus grandes et rachètent souvent les terrains du voisin. En moyenne, une exploitation s'étend aujourd'hui à 69 hectares, considérant que c'est 14 de plus qu'il y a 10 ans et presque 30 hectares dans les années 2000. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la profession vieillit de plus en plus et que le renouvellement des générations est difficile pour ce métier et une forte pénibilité. À l'heure actuelle, plus de la moitié des fermes sont dirigées par un exploitant qui a 55 ans voire plus, et parmi ceux qui ont dépassé les 60 ans, une majorité n'ont pas trouvé ou n'a pas cherché de repreneur. À l'inverse, le nombre de jeunes reste relativement bas et stable, avec seulement 20% des exploitants ont moins de 40 ans. Par contre, on peut souligner qu'il y a quand même de l'espoir selon le dernier recensement agricole, puisque le nombre d'apprentis a bondi ces dernières années en passant de 35 000 à 45 000. Le nombre des élèves dans les lycées agricoles est lui aussi en hausse. Autre question Théo, Renaud Muselier a estimé lors d'une interview qu'il y ait de plus en plus de loups en France, notamment dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, comparé à quelques années. Est-ce vraiment le cas? Et aujourd'hui, on va parler en effet d'animaux et plus particulièrement des loups. Car d'après le président du PACA, Renaud Muselier, il a estimé qu'on a la nécessité de modifier les différents dispositifs qui sont issus d'une législation européenne transposée en droit français ou d'une race en voie d'extinction comme le loup. On est dans une race en voie de prolifération, en ajoutant aussi qu'on se retrouve en région PACA avec la plus grande population de loups. C'est 1200 animaux qui sont comptés. Un état des lieux qui force un peu le trait, car si on compte précisément le nombre de loups, ça reste très complexe. C'est un animal discret dont le territoire s'étend sur des milliers d'hectares. Par contre, d'après l'Office français de la biodiversité, il estime qu'il y a 900 loups dans toute la France à la fin de l'hiver 2022, avec une fourchette estimée entre 826 et 1016 dans l'Hexagone. Il évolue effectivement surtout dans les Alpes, mais on est assez loin des chiffres de 1200 pour la seule région PACA avancée par Renaud Muselier. De plus en plus de loups sont présents en France, puisqu'en un an on est passé de 783 à 921 spécimens se compter. En revanche, Renaud Muselier dit vrai en affirmant que l'eau n'est plus en voie d'extinction avec une population dépassant les 500 individus. Les autorités françaises considèrent même qu'il est viable démographiquement, mais l'eau n'est pas viable génétiquement, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore assez pour écarter tout risque de consanguinité qui peut fragiliser l'espèce. Par ailleurs, il faut rappeler que les loups avaient disparu du territoire français dans les années 1930 et sont apparus en 1992. De ce fait, le loup demeure aujourd'hui une espèce protégée dont la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation sont interdits. Merci beaucoup Théo. Alors que nous l'évoquions il y a quelques minutes, le sujet des exploitations agricoles, le Salon de l'agriculture lui a fermé ses portes dimanche dernier, vous le savez. Cette édition 2023 qui a fait un retour triomphal après la pandémie de Covid-19 avec pas moins de 615 204 personnes.
Après une forte affluence samedi, le salon avait d'ailleurs dû bloquer l'accès au public pour garantir la sécurité des autres visiteurs. Après plusieurs tensions autour de l'équipe de France féminine de football depuis plusieurs semaines et le retrait de plusieurs joueuses du maillot bleu, la sélectionneuse Corinne Diacre a été démise de ses fonctions, a annoncé la Fédération française de football dans un communiqué alors qu'elle était en contrat jusqu'en 2024. Eux ne l'ont pas démérité. À 6 mois de la Coupe du Monde de rugby, le 15 de France est en forme avec cette victoire historique 53-10 face aux Anglais cet après-midi lors des tournois destination. Prochaine étape pour les hommes de Fabien Galtier, ce sera samedi prochain face au Pays de Galles. Lui a également remporté la victoire la semaine dernière lors du concours de Mister France 2023 à Paris face à 27 autres candidats. Il s'agit de Lysandre Valmuilder, Mister Corse 2022, et qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Lysandre. Alors, je le disais, vous avez été élu samedi dernier en région parisienne. Comment vous sentez-vous une semaine après la victoire? Forcément, après avoir gagné l'élection Mister France, je me suis senti fier, content du chemin que j'avais parcouru. Mais bon, aussi, je vous avoue qu'après quelques interviews, quelques plateaux télé, je me sens quand même un peu fatigué. Et comment vos proches ont réagi après l'annonce de la victoire? Je suppose qu'ils ont dû être très fiers. Ouais, bah, forcément, gagner un concours comme celui-ci, il y a eu un sentiment de fierté et puis surtout, ils étaient très contents du chemin que j'avais parcouru parce que je suis quelqu'un de timide, de réservé et forcément, ils savaient que je me choquais un peu et du coup très fier que j'ai réussi à gagner ce défi. Alors, d'après ce que j'ai compris, vous êtes quelqu'un d'assez timide. Comment est-ce que vous faites pour battre cette timidité? En fait, c'est un peu comme le sport. Si on ne pratique pas, on n'y arrive pas. Donc, c'est au contact de la population, de mes élections où j'ai dû danser malgré mon talent qui est totalement absent, que j'ai progressé. Et aujourd'hui, je suis là. Alors que le casting des élections régionales vont démarrer dans quelques semaines, auriez-vous un conseil à quelqu'un qui souhaiterait se présenter comme vous à ce concours? Les conseils que je donnerais, tout simplement, c'est d'être authentique, d'être la personne qu'on est, mais quand même de chercher à se préparer d'un point de vue du physique, parce que forcément, vous imaginez bien que, sachant qu'on est noté là-dessus aussi, faut se préparer aussi d'un point de vue de la culture générale. Faut quand même continuer à suivre les actualités parce que c'est pas que physique, c'est aussi au niveau de la culture et aussi le savoir-vivre. Parce que pendant la semaine de préparation, on est noté sur notre manière de nous comporter, on va dire, au sein de la société. Lysandre, alors l'environnement, c'est ce qui vous tient à cœur. Vous avez annoncé vouloir mettre en place un projet environnemental. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce projet? Alors, mon projet, tout simplement, moi, j'habite en Corse, comme vous devez le savoir. Ouais. Et forcément, le littoral, il est malheureusement pollué. Et je le constate tous les jours en tant que moniteur plongée. Et c'est pour ça que j'agis de manière individuelle pour le moment, ramasser les déchets, chose que tout le monde peut faire. Et d'ailleurs que j'encourage euh, à faire. Et du coup, là, quand je vais retourner en Corse, j'ai déjà des noms d'associations que je vais contacter pour mettre en route cette démarche et puis avoir un plus grand impact. Voilà. Et oui, une très belle cause. Et puis, quel est le programme de Mister France dans les prochains jours? Je vous avoue que là, ça s'enchaîne entre interview, plateau télé. Puis j'espère bientôt pouvoir retourner en Corse pour voir ma famille et fêter ça. Et enfin, dernière question, qui est la question que je pense que tous nos téléspectateurs attendent. Est-ce que Mister France est en couple? Non, je suis pas en couple, je suis célibataire. Et puis, j'en suis sûr que vous avez fait des heureux ce soir. Merci beaucoup, Lysandre Valmulder, d'avoir répondu à nos questions. Et bonne chance à vous pour cette année qui, j'en suis sûr, sera incroyable pour vous.
Et c'est ainsi que se termine ce journal. Samedi, vous avez rendez-vous avec le grand retour d'À la découverte présenté par Romain Lucas qui vous emmènera à la découverte du fameux lac Léman en Suisse dans 15 jours. Pour l'information, ce sera également le grand retour de Théo Tornet. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt sur AR1. Retrouvez toutes vos infos sur le site ar1info.fr. Après votre émission, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Sur TikTok et Instagram, tapez AR1-info pour être au courant à chaque fois qu'une de nos émissions est en ligne. Sur Twitter, retrouvez-nous à @AR1info pour plus d'actualités en direct. Et AR1 est aussi présent sur Facebook.